c'est un objet qui est intéressant, sur lequel on pourrait réfléchir, puisque on est bien là dans un protocole éditorial. Absolument. Et ce sont ces firmes qui s'éditent elles-mêmes. Bon. Et alors je ne prétends pas connaître de près ce qu'elles font, mais vous avez eu une enquête dans Le Monde au mois d'août dernier qui a passé en revue les principaux sièges de ces grandes firmes à côté de San Francisco. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est d'une part que ces firmes qui sont toutes récentes estiment tout d'un coup qu'elles doivent avoir des sièges. Et pas seulement des bâtiments, pas seulement des hangars qui se prolifèrent comme ça les uns à la suite des autres, mais quelque chose qui les représente. Bon. Donc elles entrent dans un rapport différent à elles-mêmes. Et pour faire cela, elles, c'est-à-dire les propriétaires de ces firmes, Zuckerberg en particulier, font appel aux grands architectes. Donc c'est Frank Gehry et Forster. Donc ils vont chercher des architectes qui ont plus de 80 ans pour se faire construire leur mausolée, en quelque sorte. Bon. Ce qui est quand même aussi intéressant. Et ces architectes jouent le jeu. Frank Gehry, il a l'air très content de travailler. Et alors, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, enfin d'ailleurs, de tout cela, mais c'est ce rapport-là à eux-mêmes qu'ils essayent de traduire en termes architecturaux. Et donc, rien de mieux que l'architecture ne traduit les expériences du temps, ne dit quelque chose du temps. Alors, ils ont tous l'idée, et ça c'est Bill Gates qui l'a lancé, puisque c'est le plus vieux au fond, de faire de leur siège un campus. C'est le terme de campus. C'est un campus. Et un campus avec alors un parc. C'est très important, des parcs, des hectares plantés de végétation locale, je ne sais combien de centaines d'espèces, etc., etc. Bon, ça c'est un premier point. Et puis le second point, c'est quelle architecture? Alors, le premier bâtiment construit pour Facebook par Gehry, c'est le plus grand open space du monde, avec 2500 salariés dans le plus grand open space du monde, disposé sur une surface continue de 40 000 mètres carrés. Donc c'est une architecture là, qui se veut plate. Il n'y a pas d'originalité particulière d'architecture. C'est l'usine comme média. Oui, et surtout, lui, ce qu'il ne veut pas, c'est des tours. Surtout pas de tours. Bon. Non, c'est plat, c'est étendu, et il veut faire ensuite, enfin, ça c'est pas encore fait, un quartier. Et donc là, il a fait appel à une autre agence, et en particulier celle de Rem Koolhaas. Bon. Donc c'est un quartier avec des maisons, des rues, des restaurants, des cafés, des machins. Bon, pour que tout soit sur place. Donc c'est l'espèce de l'utopie du village, quoi, si on veut. Et un commentateur dit ceci: ces firmes réticulaires ont opté pour une architecture qui leur correspond en réseau. Au-delà du côté jardin d'enfants pour geeks de ces campus, elles inventent un modèle horizontal californien qui fluidifie l'organisation du pouvoir au sein de l'entreprise, l'opposé des gratte-ciel de la côte Est, typique du XXe siècle, phallique, étanche et hiérarchisé, coiffé par un patron tout-puissant. Menlo Park, c'est le campus de Facebook, Menlo Park et l'anti-Trump Tower. Voilà. Alors ça, c'est une première façon de voir les choses. Et alors, il y en a un qui s'oppose à cette façon de voir,
et je ne fais que le mentionner parce qu'il faudrait regarder ça de beaucoup plus près, c'est Apple précisément. Puisque Apple a voulu, enfin Steve Jobs a voulu un cercle, lui, au contraire, une architecture donc monumentale, hein, à Cupertino, donc une grand cercle qui, alors là, rappelle les grandes architectures utopiques du 19e. Bon. Et il y a un rapprochement qui est fait avec la saline d'Arc et Sénan, par exemple, de Nicolas Ledoux au XVIIIe siècle. Bon. Là, on est dans un rapport donc au monde, à soi-même, au temps, complètement différent. Et donc, après, il faudrait creuser cet écart. Et ce que voulait Steve Jobs, c'est qu'il n'y ait pas de ligne droite. Surtout pas. Puisque le cube, c'est moderniste. Donc, pas de cube, pas de ligne droite. Tout est incurvé. Et aussi une référence, avec du verre, rien que du verre, bien sûr, la référence au monastère. Il y a l'idée du monastère. Dans ces espaces, donc c'est des espaces pour méditer. Le travail, il y a une forme de méditation, il y a une forme d'ascèse, ça c'est chez Apple. Et aussi, alors pour les autres, pour l'open space, je trouve qu'il y a l'idée que ce sont des espaces qui doivent pouvoir être modifiés continuellement. Il n'y a rien de fixe. Le mobilier, on peut le changer, l'agrandir, le diminuer, se mettre debout, assis, je ne sais pas quoi. Bon, alors, tout doit pouvoir continuellement se moduler. Et aussi une idée qui me paraît intéressante du point de vue là aussi du mode de travail et au fond du rapport au temps, c'est l'idée que tout doit favoriser les rencontres. Que les gens se croisent, se rencontrent, donc puissent échanger une idée, et que de ces rencontres, il y en a bien une qui donnera quelque chose. Donc il y a l'idée aussi d'avoir des espaces qui permettent quelque chose comme une révélation, dans le cadre d'une interaction.